Niger, Boko Haram a perpétré de nouvelles attaques dans la nuit de mercredi à jeudi. Les éléments de la secte ont encerclé et mis le feu à 2 villages dans la région de Difa, faisant 38 morts. Au Nigeria, l'explosion accidentelle d'une bombe artisanale a provoqué la mort de 13 personnes et blessé 53 autres. Les 13 victimes de l'incident étaient des miliciens anti-Boko Haram. En République démocratique du Congo, la province du Katanga, située au sud-est du pays, doit s'éclater en 4 nouvelles régions avant fin juin, une réforme territoriale qui divise l'opinion congolaise. À l'instant, les principaux titres à développer dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Et nous démarrons par le Niger où Boko Haram a perpétré de nouvelles attaques dans la nuit de mercredi à jeudi. Les éléments de la secte ont encerclé et mis le feu au village de Lamana et de Ngoumaou, situés dans la commune rurale de Guesquerou, région de Difa, faisant 38 morts. La question qui se pose est de savoir comment ces éléments ont pu réussir à accéder au village en contournant le dispositif sécuritaire mis en place. D'après certaines sources, il s'agirait de jeunes des 2 villages qui ont agi en représailles à la suite de l'arrestation d'un militant de Boko Haram que les villageois ont remis aux forces de défense et de sécurité de la région. Au Nigeria, l'explosion accidentelle d'une bombe artisanale a provoqué la mort de 13 personnes et blessé 53 autres hier, mercredi. Les 13 victimes de l'incident étaient des miliciens qui combattaient le groupe djihadiste Boko Haram aux côtés de l'armée. Les images. La bombe a explosé alors que les miliciens l'inspectaient en périphérie de Monguno. Elle avait été ramassée par un milicien alors qu'il faisait route avec d'autres combattants depuis la localité de Marthe, théâtre d'une opération militaire contre Boko Haram vers la ville de Monguno dans l'état de Borno. Aux 13 miliciens tués s'ajoute un responsable médical. Les survivants du drame ont été évacués à l'hôpital spécialisé de Maiduguri pour y recevoir une assistance médicale. Quelques jours avant cet incident, un camion militaire qui escortait des techniciens d'une société de fourniture d'électricité en route sur un chantier dans le district de Damboa avait lui aussi été frappé par l'explosion d'un engin explosif dissimulé sur le bord de la route par les insurgés. Le bilan de l'explosion faisait état de 3 soldats tués. Et parlons toujours de Boko Haram, l'armée tchadienne a mené des frappes aériennes au Nigeria sur des positions des islamistes en représailles au double attentat meurtrier commis lundi à N'Djamena. D'après un communiqué de l'état-major de l'armée tchadienne, c'est hier mercredi que les forces armées et de sécurité ont mené ces frappes aériennes sur des positions de ces terroristes en territoire nigérian. Ces frappes, il faut le préciser, interviennent alors que le gouvernement tchadien a décidé de l'interdiction pour des raisons de sécurité du port de la burqa, non seulement dans les lieux publics et les écoles, mais sur toute l'étendue du territoire tchadien. Nous sommes en Libye à présent. Le Parlement parallèle installé à Tripoli a jugé que la dernière mouture d'un accord de l'ONU pourrait constituer une base pour un règlement de conflit dans le pays. En proie au chaos depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye compte 2 gouvernements et 2 parlements qui se disputent le pouvoir, l'un dans la capitale Tripoli sous la coupe des milices de Fajr Libya et l'autre à Tobrouk, reconnu par la communauté internationale. Les détails. Dans un communiqué publié mardi soir, le Congrès général national, le Parlement rebelle de Tripoli, soutenu par les milices de Fajr Libya, a jugé positives les propositions contenues dans le nouveau projet d'accord présenté par l'émissaire de l'ONU, Bernardino León. Ces propositions pourraient constituer la base d'une solution politique, a-t-il mentionné, tout en estimant nécessaire d'y apporter des modifications. L'ONU, faut-il le préciser, tente depuis des mois de trouver un compromis permettant la formation d'un gouvernement d'union en Libye et espérait y aboutir avant le 18 juin, début du Ramadan. Le 8 juin dernier, Bernardino León a présenté la 4e version du projet d'accord lors des discussions organisées au Maroc entre les 2 parlements rivaux. Ce projet prévoit notamment la formation pour 1 an d'un gouvernement d'union avec la désignation d'un Premier ministre. Il prévoit également la tenue de nouvelles élections à l'issue de la période de transition.
Le 9 juin dernier, le Parlement siégeant à Tobrouk, reconnu par la communauté internationale, a fait part de son grand mécontentement sur le nouveau projet d'accord, déplorant la part qu'elle fait au Parlement rebelle. Mais il a promis de le réexaminer en proposant des modifications. La République démocratique du Congo devra passer d'ici au 30 juin prochain de 11 à 26 provinces. Les nouvelles provinces naîtront du découpage de 6 de ces 11 actuelles provinces, dont le Katanga, qui vit peut-être ces derniers jours. Avant fin juin, cette province du sud-est de la RDC pourrait s'éclater en 4 nouvelles régions, conformément à une réforme territoriale qui divise l'opinion. Voici l'avis de quelques Congolais sur la question. Nous sommes contents pour ce découpage parce que nos frères qui sont ici avaient même oublié d'investir chez nous. Maintenant qu'on aura notre province, nous serons tous obligés de développer notre territoire. Je suis content pour ça. Ça sera difficile au départ, mais ça va aller. La conséquence, il y aura du tribalisme, des divisions des familles, tout ça, le nord, le sud, tout ça. Donc il y aura des conséquences fâcheuses. Et attendons-nous à une guerre civile peut-être. Vous voyez. Donc c'est une loi qui ne favorise rien pour le moment. Ils ne parviennent pas à organiser les élections, faute de moyens. Pour le découpage, il faudra beaucoup plus de moyens que les élections. Ils sont en train de nous précipiter vers le découpage pour pouvoir prolonger leur mandat et nous dire après qu'il n'y a pas d'argent pour les élections, alors que nous attendons ces élections. Ce découpage va profiter à ceux qui sont au pouvoir parce qu'ils vont y rester encore longtemps. Nous les Katangais, nous sommes contre ce découpage. Pour nous les Katangais, en tout cas, tout contre le découpage. On doit maintenir le cap, on doit maintenir le découpage. Cela, c'est ce qui est important. Alors, il est maintenant question, en politique, comme je disais là, d'essayer de rassembler tout le monde derrière ce projet-là et d'arriver tous au même but. C'est le plus important. Donc, il y aura absolument les 4 provinces ici au Katanga, qu'on ne se leurre pas. L'Union européenne entend renforcer sa collaboration avec les pays du Sahel. C'est du moins ce qu'a affirmé mercredi la chef de la diplomatie européenne à Bruxelles. La collaboration concerne surtout la lutte contre le terrorisme, les trafics d'êtres humains, d'armes ou de drogue. Voici un extrait de sa déclaration. Premièrement, la lutte contre le terrorisme et le crime organisé inclut le contrôle des frontières et le contraste au trafic de différentes natures, trafic d'êtres humains, trafic de drogue, d'armes, tout genre de crime organisé. Deuxième niveau de coopération étroite qu'on va développer encore plus, la gestion commune des flux migratoires et la lutte contre le réseau des trafiquants. C'est un défi commun, on le sait très bien, il n'y a pas de solution seulement d'un côté de la Méditerranée, il faut une coopération étroite, très concrète, et il faut nous aider réciproquement à gérer un défi qui est commun. Parce qu'on sait très bien que les pays du Sahel sont des pays de transit importants. C'est un intérêt de l'Union européenne, les aider, soutenir et faire face à ces défis importants qui concernent eux en tant que nous en même temps. Aux États-Unis, un tireur blanc a fait hier 9 morts dans une église de la communauté noire de Charleston, en Caroline du Sud. Le tireur a réussi à prendre la fuite selon la police qui continue les recherches. Reportage. Le tireur a fait feu pendant une séance d'étude de la Bible, une pratique extrêmement courante dans les églises du sud des États-Unis, en semaine comme le dimanche. La police a indiqué être toujours à la poursuite d'un homme blanc, âgé d'une vingtaine d'années, aux cheveux blancs et glabres, portant un jean et de grosses chaussures. Alors que l'enquête continuait, nous avons pu déterminer qu'il y avait 8 individus décédés dans l'église. 2 individus ont été transportés vers l'hôpital universitaire de Caroline du Sud et l'un d'eux est décédé. Donc actuellement, nous avons 9 victimes dans ce crime odieux qui a été commis.
Le chef de la police n'a pas donné de précision sur les identités des victimes. La fusillade s'est produite vers 1h GMT dans l'une des plus vieilles églises noires de la ville, l'Emmanuel African Methodist Episcopal Church. Même s'il s'agit à Charleston d'un incident de nature très différente, il avait déjà été éprouvé depuis l'été dernier par plusieurs homicides commis par des officiers de police blancs contre des hommes noirs non armés. Nous voulons que la communauté entière prie pour la sécurité de notre peuple. Nous espérons que cette personne qui a commis ce crime odieux, qui est un crime de haine, soit traduite en justice. Nous sommes solidaires, mais nous sollicitons aussi vos prières pour les familles qui ont perdu un de leurs membres ici cette nuit. Les réactions à l'attaque ont très rapidement afflué. En revanche, Loretta Lynch, première femme noire intronisée mercredi comme ministre de la Justice américaine, ainsi que le président Barack Obama n'ont pour l'heure pas réagi. Depuis Ferguson à l'été 2014 et jusqu'à tout récemment à Baltimore, ces actes, qui restent souvent impunis, ont ravivé les tensions raciales dans le pays et renforcé la communauté dans l'idée que la vie des Noirs ne compte pas autant que celle des Blancs. Michelle Obama, la première dame des États-Unis, est arrivée mercredi avec ses filles et sa mère à Milan. Elle doit visiter ce jeudi l'exposition universelle pour comprendre les solutions gagnantes pour une alimentation plus saine. Plus de précisions à travers ces images. La première dame des États-Unis a entamé son séjour en Italie par un atelier de cuisine au James Bird American Restaurant, tout près du théâtre de la Scala, dont la place était pour l'occasion fermée à la circulation. Très en pointe dans la lutte contre l'obésité infantile, Mme Obama a estimé lors de l'atelier que son pays avait commencé à faire des progrès dans ce domaine et a appelé les enfants présents à manger sain. We all have to do our part. And kids like you guys have to do your part. Nous devons tous faire des efforts. Et les enfants comme vous tous devez faire un effort. Il faut que vous mangiez des légumes. Je suis désolée pour ça. Il faut manger quelques légumes et c'est bien si vous êtes au courant d'où vient votre nourriture et si vous aidez à la cuisine. Parce qu'une des choses que nous avons découvertes, c'est que si vous cuisinez, vous avez plus de contrôle sur votre alimentation. You tend to have more control over what you eat. La première dame a ainsi souhaité que les produits alimentaires sains puissent être à la portée de tous et que les rythmes de travail laissent à chacun le temps qu'il faut pour prendre soin de soi-même et de ses enfants. À l'exposition de Milan, Michelle Obama évoquera aussi les succès de sa campagne Let's Move contre l'obésité qui a permis de proposer des menus plus sains et des programmes d'éducation physique à des millions d'écoliers américains. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur SICA.